Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Ces deux journées, 5 et 6 octobre 1789, sont entrées dans l'histoire sous le nom de journée d'octobre. Octobre 89, vous voyez que nous sommes moins de 3 mois après la prise de la Bastille. Or, les femmes de Paris en ont assez de chercher partout de la farine et du pain, un peu poussées, il faut bien le dire, par le chef de la garde nationale, le marquis de Lafayette, qu'elles sont allées trouver à l'hôtel de ville de Paris. Elles ont décidé de se mettre en marche derrière un certain nombre de femmes de la halle qui mènent tout ce petit monde pour aller à Versailles réclamer du pain. Oh, ce n'est pas la famille royale qu'elles sont venues trouver sous une pluie battante le 5 octobre 1789, non, ce sont plutôt les députés de l'Assemblée nationale, sauf qu'une initiative malheureuse du président Mounier va détourner la foule vers le château de Versailles. On va finalement envoyer une petite délégation de 4 d'entre elles qui vont rencontrer Louis XVI et puis on s'installe en face de lignes de militaires qui ont été installés sur la grande place de Versailles, sur la place d'Armes pour essayer de protéger les grilles du château. Et au matin du 6 octobre, la foule va finir par envahir les cours et par envahir les escaliers et les couloirs et les appartements même du château. C'est l'invasion de Versailles et vous savez que sur les coups d'1 heure de l'après-midi, le roi Louis XVI, son épouse, ses enfants, son beau-frère et sa belle-sœur, sa sœur aussi, son frère je veux dire et sa belle-sœur, sa sœur aussi, Madame Elisabeth, tout ce petit monde va prendre le chemin de Paris où l'on ramène le boulanger, la boulangère et le petit mitron. C'est comme ça que la foule surnomme la famille royale. C'en est fini d'un siècle d'histoire versaillaise. Eh bien, cette grande journée historique, elle a pour témoin une femme qu'on remarque, qu'on distingue par sa beauté, par son allure. Elle a notamment sa belle tenue d'Amazone, avec ce caraco rouge, ce grand chapeau noir à plumes, une immense robe noire de jais, enfin une jupe noire de jais. Elle s'appelle Anne-Joseph Théroigne. L'histoire a retenu un autre nom, Théroigne de Méricourt. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pour tout vous dire, à son habitude, en ce matin d'octobre, Anne-Joseph s'est rendue à l'Assemblée, sauf qu'elle n'a trouvé là qu'un certain nombre de députés royalistes, et depuis la tribune, elle a protesté contre cette intention de cette partie de l'Assemblée nationale, qui voulait faire passer une motion pour transférer le siège de l'Assemblée au salon de Mercure, à l'intérieur donc du château, salon de Mercure beaucoup plus étroit, ce qui permettrait d'interdire la présence du public au débat. Et ça, bien sûr, ça ne plaît pas du tout à Théroigne, parce qu'elle fait partie du public qui est là tous les jours. Elle a fini par aller se joindre à la foule là-bas sur la place. Elle s'est adressée aux soldats du régiment de Flandre pour leur dire qu'il n'était pas question qu'ils puissent faire usage de leurs armes contre un peuple en colère. Vous comprenez pourquoi elle se fait remarquer. Elle est toujours celle qui parle. Elle est celle qui va essayer d'intervenir, de peser sur les événements. Elle est un peu en train de devenir l'Amazone de la Révolution, cette Anne Théroigne. Et dans les camps royalistes, on ne l'aime pas. C'est le moins qu'on puisse dire. Évoquer Théroigne de Méricourt, c'est admettre un double visage. D'un côté, pour les patriotes, c'est une icône, c'est l'Amazone, etc. Pour les autres, c'est une furie, c'est même une catin. Il faudra attendre en vérité la fin du 19e siècle pour que l'histoire enfin puisse nous donner d'elle un portrait un petit peu plus mesuré, plus équilibré. Elle était à Gênes, en Italie, au moment où elle a appris cette affaire de réunion des États généraux en France. Ça l'a passionnée tout de suite. La vérité, c'est qu'elle avait, entre parenthèses, elle avait mis sur la paille un lord anglais et avec l'argent, elle était partie mener la belle vie en Italie avec un castrat de la chapelle Sixtine. Ça ne s'invente pas. Bref. À 27 ans, donc, la voilà piquée d'intérêt pour les événements parisiens et tout de suite, elle se fait remarquer, comme la décrivent Jean et Marie-Josée Tullard dans leur ouvrage consacré aux égéries de la Révolution. Elle arbore un air malin avec de grands yeux bleus et des cheveux châtains qui encadrent un minois chiffonné, bref, de quoi électriser ses admirateurs.
J'ai cité Jean et Marie-Josée Tullard. Professeur Jean Tullard, vous savez, est le grand spécialiste de l'Empire, mais aussi de la Révolution, et puis aussi du cinéma. Je sais qu'ils nous écoutent, que tous deux nous écoutent très régulièrement, et je les salue s'ils sont en train de suivre l'émission. Alors, Théroigne s'est installée au moment où tout le monde est allé à Paris. Eh bien, elle va s'installer à proximité du Palais Royal. Ça ne veut pas dire pour autant, d'ailleurs, qu'elle ait assisté à tous les événements parisiens de la Révolution, hein. Elle n'a pas pris part, contrairement à l'image qu'on a voulu donner d'elle, à la prise de la Bastille. C'est juste en spectatrice qu'elle était là. Elle s'est installée donc au cours de l'été 1789 à Versailles pour être au plus près de l'Assemblée. L'Assemblée nationale m'offrit un beau et noble spectacle dont la majesté me frappa insensiblement. La lumière se fit en moi. Je parvins à voir clairement ce que c'était que le peuple en face des privilégiés. Voilà ce que dit Théroigne, qui se passionne pour les débats de l'Assemblée et pour l'idéal révolutionnaire. Elle connaissait déjà les écrits de Montesquieu sur la séparation des pouvoirs. Le contrat social de Rousseau n'avait plus de secret pour elle. C'est aussi à cette époque qu'elle s'est liée à un des piliers du club des Jacobins, futur maire de Paris, Pétion, ainsi qu'avec le frère de l'abbé Sieyès, un des grands inspirateurs de la Déclaration. Bref, elle commence même à tenir une sorte de petit salon. Après les événements d'octobre et l'installation donc de la famille royale aux Tuileries, elle revient à Paris pour suivre les travaux de ce qu'on va appeler maintenant l'Assemblée nationale constituante. L'Assemblée siège, vous savez, dans le jardin des Tuileries. Eh bien, on peut voir tous les jours l'Amazone de la Révolution assister aux séances. On peut dire que les patriotes ont désormais leur égérie et qu'elle s'appelle Anne-Joseph Théroigne. Vous écoutez Radio Classique. Je vous ai dit que tout le monde n'aimait pas Théroigne, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faudrait revenir sur toute sa jeunesse, sur toutes les fugues qu'elle avait faites de la maison de son père. Son père était veuf, il s'était remarié, elle s'entendait pas avec sa belle-mère. Ensuite, il y a eu tout l'épisode où elle vit chez sa tante, qui la place elle-même chez les Ursulines, dont elle s'enfuit. Elle va faire tous les petits métiers possibles. Elle va être fille de charge, vous savez, dans des maisons, avant qu'une dame qui s'appelle Mrs. Colbert s'intéresse à elle et n'essaie de faire d'elle une grande chanteuse. Bref, revenue d'Italie, elle suit maintenant les débats de la Révolution. Ça ne plaît pas à un certain nombre de journalistes comme Rivarol, comme François Sulot, qui sont favorables au roi. N'oubliez pas qu'on est encore dans cette période de la monarchie constitutionnelle où il y a beaucoup de partisans du roi Louis XVI. Le journal Les Actes des Apôtres rebaptise Anne Théroigne, avec un W, on dit donc Théroigne à la flamande, en Théroigne de Méricourt, pour lui donner un faux surnom aristocratique et pour se moquer d'elle. C'est très ironique, bien entendu. On la décrit comme Vénus donnant des leçons de droit public, la muse de la démocratie, disent ces journalistes qui ricanent en vérité. Et malgré ces injures, Théroigne va poursuivre ses rencontres avec un certain nombre d'hommes importants de la Révolution. Elle rencontre Danton, Mirabeau. Elle va même nouer une relation solide avec un fidèle qui est Gilbert Rome, grand partisan de la Révolution. C'est lui qui va aider Théroigne à créer en janvier 1790 la Société des Amis de la Loi, qui est destinée à devenir un club qui permettrait d'élever le peuple à la dignité de ses droits, l'éclairer sur les bienfaits de la Révolution. On connaît toute cette phraséologie révolutionnaire, bien entendu. La société, ce nouveau club, promeut l'égalité de statut pour les juifs, la liberté de la presse, la limitation du système censitaire qu'on est en train d'installer. L'aventure, pourtant, va être de courte durée. Théroigne entend profiter de l'aura de sa société pour réclamer une égalité entre les femmes et les hommes. Alors là, quand même, ça dépasse un peu Gilbert Rome, qui ne la suit pas là-dessus, et les tensions autour d'elle sont de plus en plus fortes, bien sûr. Et finalement, la cabale dont elle est victime se poursuit en parallèle à une mise en examen pour avoir participé aux journées d'octobre, avec Reine Audu, une des figures de la marche vers
vers Versailles, elle est la seule des femmes qui soit visée par la procédure. Ça commence à faire beaucoup pour une seule femme qui décide que Paris finalement n'est pas à la hauteur des promesses que lui avait faites la Révolution et qui décide donc de prendre le chemin de Liège au mois de mai 1790. Et là, la vie de Théroigne va basculer une nouvelle fois quand l'ambassadeur d'Autriche, le comte de Mercy-Argenteau, aussi proche de Marie-Antoinette par ailleurs, vous savez, envoie en janvier 1791 une lettre à Vienne pour annoncer que dans les Flandres, qu'à Liège, dans la principauté de Liège, cette jeune femme extrêmement agitée pourrait créer du désordre. Dans la nuit du 16 février 1791, deux émigrés français, Ménard de Lavalette et Saint-Maclou, vont carrément se charger d'enlever la jeune femme. Oh, on la traite durement, hein, on la jette dans une espèce de fourgon de force. Et on l'envoie, les autorités autrichiennes l'envoient jusque dans le fin fond du Tyrol, à la forteresse de Kufstein, où elle va passer des mois à clamer son innocence. Les deux Français rédigent les dires et aveux de mademoiselle Théroigne de Méricourt. Ils adressent ça aux Autrichiens et aux émigrés, bien sûr favorables à la monarchie absolue. Théroigne n'a absolument pas eu voix au chapitre, bien sûr, hein. Le document va connaître à Paris une grande publicité. La presse royaliste s'en est emparée pour faire d'elle un personnage épouvantable. Elle va rester pendant presque 1 an en Autriche, dans un état de grande solitude. Et puis, elle décide d'écrire des aveux. Elle obtient des autorités autrichiennes qu'elle puisse répondre par écrit à tout un interrogatoire. C'est ce qui va constituer ses confessions. Un document qui essaie de restituer la vérité face à tous les fantasmes qu'on a colportés à son encontre. Elle va finalement être reconnue innocente de ce dont on l'accusait et on la renvoie à Paris. Certains disent qu'elle aurait fait un passage par le bureau de l'empereur d'Autriche et qu'on aurait vu face à face ce jour-là celui qui représentait toute la tradition européenne monarchique, l'empereur d'Autriche, et puis en face, celle qui, en quelque sorte, était l'incarnation des idéaux révolutionnaires, Théroigne. Bref, quand elle rentre dans la capitale, elle est devenue une célébrité. À l'hiver 1792, elle va connaître son apothéose quand le président du club des Jacobins, le 26 janvier, signale sa présence. Théroigne est applaudie et elle est invitée à venir parler à la tribune pour faire le récit de ses épreuves. Ce sera la séance du 1er février. Elle a gardé évidemment une haine contre l'Autriche, ai-je besoin de vous le dire. Elle profite de son intervention pour demander la guerre. Elle va plus loin, elle appelle à la formation de groupes militaires constitués d'Amazones. Il faudrait que les femmes, que les citoyennes, comme elle dit, puissent être concernées par la guerre qui se dessine. Citoyen, dit le procureur de la commune, Pierre Manuel, vous venez d'entendre une des premières Amazones de la liberté. Mais cette prise de position guerrière, évidemment, n'est pas du goût de tout le monde. Même chez les montagnards, certains y sont hostiles, je pense à Robespierre, bien sûr. Théroigne va se retrouver peu à peu associé aux partisans de la guerre qu'on appelle les Brissotins, qui plus tard prendront le nom de Girondins, et c'est cette appartenance à la Gironde qui va une fois de plus faire basculer son destin. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le 25 mars de cette année 1792, elle prononce à la Société fraternelle des Minimes un discours qui va rester célèbre. Citoyennes, nous pouvons par un généreux dévouement rompre le fil de ces intrigues. Armons-nous. Nous en avons le droit par la nature et même par la loi. Montrons aux hommes que nous ne leur sommes inférieurs ni en vertu ni en courage. Ouvrons une liste d'Amazones françaises, que toutes celles qui aiment véritablement leur patrie viennent s'y inscrire. Ce débat pour l'égalité des sexes, en quelque sorte, dans lequel elle est rejointe par un certain nombre d'autres figures de la Révolution, comme Claire Lacombe ou Pauline Léon, ce combat ne porte pas. Il y a, c'est vrai, sur la France, un vent de liberté absolument unique à cette époque, mais
on ne peut pas dire que les femmes y soient pleinement associées. Ça va même être pour Théroigne l'occasion de nouvelles moqueries, de sarcasmes, notamment de la part des robespierristes. Théroigne n'en reste pas moins convaincu de l'utilité de se battre pour cet idéal révolutionnaire. On la retrouve au fameux matin du 10 août 1792, dans cette journée capitale qui va faire chuter la monarchie en France. Elle est là pendant la prise des Tuileries, elle est présente sur les lieux de l'assaut. D'ailleurs, on va bien vite lui imputer l'assassinat du fameux journaliste Sullot, celui-là même qui n'arrêtait pas de la conspuer dans ses écrits. Et pourtant, on ne peut pas dire que dans cette affaire, bien sûr, son rôle soit établi le moins du monde. Elle connaît le nom de Sullot, mais elle ne savait même pas à quoi il ressemblait en vérité. Comment est-ce qu'elle aurait pu le reconnaître, le livrer à la foule? Bref, l'histoire n'est pas très claire sur le sujet. En ce 10 août, elle s'expose aussi avec bravoure au tir des gardes suisses, ce qui lui vaut, les jours qui suivent, des couronnes civiques de la part des fédérés marseillais. La cause de la Révolution, évidemment, est en train de devenir une cause internationale. Maintenant, vous imaginez bien, c'est le grand basculement. La famille royale est maintenant en résidence surveillée, bientôt en prison au Temple, dans la tour du Temple. La France va s'enfoncer assez vite, dans quelques mois, dans le nouveau régime de la terreur. Et Théroigne comprend que sa lutte pour les droits des femmes n'est plus du tout d'époque. Et puis surtout, elle fait partie, elle, des Girondins qui n'ont plus la cote à partir du printemps 1793. Elle lance un appel afin que, au sein de chacune des 48 sections révolutionnaires de Paris, 6 femmes d'expérience et vertueuses puissent être nommées afin de ramener le calme dans les débats. Elle veut, en quelque sorte, établir une sorte de modération. Elle institutionnalise les modérateurs, ou plus exactement, en l'occurrence, les modératrices. Ça non plus, ça n'aura pas de lendemain, tout simplement parce que l'heure n'est plus à la Gironde et qu'elle va chuter en même temps que les Girondins. Franck Ferrand sur Radio Classique. Depuis le 10 mai, la Convention est installée dans la salle des machines du château des Tuileries. Elle a quitté donc la salle du manège. C'est une installation qui permet aux fameuses tricoteuses d'interdire l'accès de la salle à ceux qui voudraient encore supporter la Gironde, les fameux brissotins comme on les appelait à l'époque. Et évidemment que Théroigne de Méricourt en fait partie. Elles peuvent huer leurs adversaires, les tricoteuses, et parmi elles, un certain nombre de celles qui pourtant avaient marché à Versailles, jusqu'à Versailles, aux côtés de Théroigne. C'est dans cette ambiance délétère que se passe la célèbre scène du 15 mai 1793. Théroigne se présente à l'entrée de la Convention, toujours pour prendre la défense de Brissot d'ailleurs. Et là, un certain nombre de ces femmes avec lesquelles elle avait pourtant autrefois été amie se mettent à l'admonester, on la bouscule, on la dispute, on la prend à partie, on la tire par les cheveux. Il y en a même une qui la jette carrément au sol. Et ces femmes, en furie, vont jusqu'à soulever sa jupe, jusqu'à la fesser en public. On dit qu'il y a eu un attentat à la pudeur encore plus grave. C'est atroce ce qui est en train de se passer pour cette femme qui avait toujours voulu, d'abord et avant tout, la respectabilité. Elle voulait devenir quelqu'un, Théroigne, et voilà qu'on la livre comme ça aux assauts de la foule. Celui qui va la sauver, d'ailleurs, c'est un homme, et c'est pas tout à fait n'importe qui, puisque c'est un médecin qui n'est autre que Jean-Paul Marat, qui va l'arracher aux mains des furies. Et c'est trop pour Théroigne, qui va perdre la raison, elle estime que cette injustice qui lui est faite est trop grande. Elle ne sait même bientôt plus où elle est, ni ce qu'elle fait. Son frère va finir par être amené à l'interner. Elle va entrer dans ce qu'on appelle les petites maisons, dans ces hôpitaux psychiatriques horribles de l'époque où elle passera désormais des années, plus de 20 ans encore, internée, notamment à la Salpêtrière. Elle fait les frais de toutes les expériences des archéopsychiatres, si je puis dire, qui tentent sur elle toutes sortes d'expériences. Elle est dans un état de dénuement, de perte de tout ce qui l'avait constituée.
C'est assez affreux ce qui s'est passé avec Théroigne de Méricourt. C'est peut-être une des pages les plus tristes de la Révolution française. Elle qui avait voulu les défendre, ces femmes, en faire des citoyennes à part entière. Elle qui était carrément favorable à ces légions d'Amazones. Voilà que ce sont des femmes qui lui ont fait perdre non seulement son honneur, mais sa raison. Un certain nombre de grands auteurs, Lamartine bien sûr, qui est l'historien de la Gironde, premier historien de la Gironde, et Baudelaire et les frères Goncourt vont la dépeindre comme une Amazone un peu incontrôlable. Il va falloir attendre la publication de ces confessions qui avaient été oubliées à Vienne à la fin du XIXe siècle pour qu'on commence enfin à la comprendre, pour qu'on commence enfin à l'aimer. Vous écoutez Radio Classique.